Alors, parlons de la Station spatiale internationale. Donc, si j'étais devant vous, disons, dans un amphithéâtre ou une grande salle, j'aurais demandé qui sont ceux qui ont déjà entendu parler de la Station spatiale internationale et je demande comme ça à lever les mains. Même ici aux États-Unis, je suis toujours surpris de savoir que presque la moitié de la salle n'en ont jamais entendu parler. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est tellement passionnant cette station. Je commence. La station est donc dans l'espace. La station est au-dessus de nos têtes. Ça varie entre 408 et 410 km au-dessus de nos têtes. Je ne vais pas aller dans les détails de pourquoi ça varie. Je ne veux pas vous ennuyer avec ces petits détails. Mais sachez que ça fait à peu près, aujourd'hui, 22 août, ça fait 21 ans, 9 mois, 2 jours que la station spatiale tourne autour de la Terre. Ça fait 20 ans cette année, on s'apprête à célébrer les 20 ans, ça fait 20 ans cette année qu'il y a eu donc la continuité de vie humaine sur la station. Donc depuis 20 ans, on a des êtres humains qui vivent sur la station spatiale internationale. On a des astronautes de manière continue qui y vivent. Donc en général, on fait des rotations d'à peu près 6 mois. Chaque 6 mois, donc ceux qui étaient là-bas, on les échange et on envoie de nouveaux astronautes. La station spatiale internationale tourne autour de la Terre, comme je l'ai dit, à peu près à 410 km au-dessus de nos têtes. Ça tourne à une vitesse d'à peu près 7,66 km par seconde. J'ai dû faire ces conversions de l'unité américaine à notre unité de kilomètres, ce qui correspond à peu près à 27 600 km à l'heure. Donc la vitesse à laquelle la station spatiale tourne autour de la Terre, c'est 27 600 km à l'heure. Et à cette vitesse, la station spatiale fait un tour de la Terre chaque 90 minutes. Donc en fait, quand tu es un astronaute sur la station spatiale, tu vois donc le coucher du jour et le lever du soleil 16 fois dans la journée. Déjà, ça peut commencer à vous expliquer pourquoi donc ça peut servir de point stratégique de comprendre donc la vie sur la Terre. La station spatiale est classifiée donc comme un laboratoire. C'est un laboratoire de recherche. On fait donc des recherches dans presque tous les domaines. On fait des recherches dans le domaine de biologie, de biotechnologie, de physique, de human research. Human research, c'est tout ce qui a trait donc à notre vie, c'est-à-dire des vaccins, des recherches sur des maladies comme le cancer, par exemple. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est important de les faire dans l'espace. Et on fait plein de démonstrations technologiques aussi là-bas. Et ça permet aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc d'observer donc la Terre. D'ailleurs, la station spatiale, c'est l'endroit où l'ouragan Katrina, par exemple, qui a dévasté une grande partie du Texas il y a quelques années, a été observé pour la première fois. Ça nous a permis aussi de comprendre que les ouragans qui frappent les Amériques viennent de l'Afrique de l'Ouest. Ça souffle, c'est le vent qui commence à souffler donc des côtes de l'Afrique de l'Ouest, à partir des côtes sénégalaises, vers les États-Unis. Pour vous dire combien de fois c'est important d'être dans l'espace, je pense qu'on va aborder ce sujet d'importance là tout à l'heure quand on va commencer question and answer sessions. C'est un laboratoire au-dessus de nos têtes, mais c'est un très grand laboratoire. C'est à peu près la taille d'un terrain de football en longueur. Et puis, on a à peu près 6 astronautes tout le temps dans l'espace. Il y a 2 grands segments. Il y a ce qu'on appelle le segment russe et on a le segment américain. Sous le segment américain, on a les États-Unis, bien sûr. On a le Japon avec l'agence japonaise qu'on appelle le JAXA. On a l'agence européenne. L'agence européenne de l'espace, c'est ESA, on dit en anglais ESA, mais c'est ESA, European Space Agency, qui regroupe donc 22 nations européennes. Et aussi, on a l'agence canadienne. Résumé, on a 2 grands segments. Les 2 segments sont collés. On a le segment russe, on a le segment américain. Et le segment américain, donc les Européens, les Japonais et les Canadiens sont tous sous le segment américain. Je disais tantôt qu'on fait des recherches dans tous les domaines. On me poserait par exemple la question, pourquoi faire des recherches dans l'espace?
Comme je vous ai dit tantôt, donc, la station spatiale est vraiment dans l'espace. C'est-à-dire, on est au-delà du Kármán Line, on est à 410 km au-dessus de la Terre. On n'a plus de pesanteur. Tous ceux qui ont fait les études, peut-être les bacs scientifiques, savent que la raison pour laquelle on marche sur nos pieds, c'est parce que la pesanteur nous tire donc vers la Terre, vers le centre de la Terre. Donc, l'espace commence où la pesanteur n'agit plus. Maintenant, le point où la station spatiale se trouve à 410 km, c'est à peu près ce qu'on appelle en anglais un sweet spot, un lieu très intéressant où l'effet de l'attraction de la Terre sur les objets est presque zéro. Mais en même temps, nous ne sommes pas trop loin où le voyage donc entre la Terre et la station spatiale peut se faire de manière continue. Quels sont les moyens donc d'aller à la station spatiale? On a 2 véhicules russes. Il y a le véhicule qu'on appelle le Soyouz, qui est le véhicule de transport humain. Et on a le véhicule que les Russes appellent Progress. Soyouz, le véhicule Soyouz, ça veut dire Union. Progress, lui, c'est le véhicule de cargo. Donc, il prend la nourriture, les outils de recherche, des choses comme ça, mais ça ne prend pas les êtres humains. Ce n'est pas certifié pour transporter les êtres humains. Aux États-Unis, donc, au début de la station, on avait ce qu'on appelait le shuttle, que certains ont déjà vu, ça ressemble à un avion avec des ailes carrées devant et coupées par derrière. Donc, les shuttles, les États-Unis les ont arrêtés à peu près en 2009-2010. Maintenant, donc, on a développé d'autres véhicules qui sont qu'on appelle le SpaceX, qui a été développé en accord avec la NASA, mais que SpaceX est le propriétaire. On vient juste de les tester et ça, c'est l'autre manière donc d'envoyer les astronautes dans l'espace. Maintenant, comme je parle à une audience donc francophone, je mets un peu en perspective. Vous avez certainement entendu parler de Ariane 5 qui lance à partir des Guyanes. Ariane 5, c'était le rocket, c'est-à-dire la fusée de lancement des Européens. Et les Européens avaient un véhicule qu'on appelait le ATV, qui n'était pas certifié pour transporter les humains, mais qui transportait donc le matériel. Les Japonais ont un véhicule qu'on appelle le HTV, qui aussi n'est pas certifié pour transporter les humains, mais qui transporte le matériel, la nourriture, les expériments. On fait plein d'expériences avec les souris. On a tout le temps plein de cargos remplis de souris qui vont dans l'espace. Donc le mot astronaute, c'est américain. Les Russes utilisent le terme cosmonaute, c'est la même chose. Ça veut dire des gens qui sont certifiés pour aller dans l'espace et puis travailler. La question de savoir pourquoi donc aller dans l'espace, ou alors pourquoi avoir quelque chose comme la Station spatiale internationale. D'abord, je vous dis, la Station spatiale est considérée comme l'objet le plus complexe conçu par l'être humain. Ça a été conçu en petits morceaux et ça a été assemblé dans l'espace. Ça touche encore le record d'être la chose la plus difficile que l'être humain, avec nos cerveaux dans la tête, a pu concevoir, conçu et mettre ensemble. Comme je vous dis donc, depuis plus de 20 ans, les gens y vivent sans accident, sans rien. C'est autosuffisant, on produit notre propre électricité dans l'espace, on se nourrit, on cultive, on fait des plantes. Parce qu'il faut apprendre à faire des plantes dans l'espace au cas où on va sur Mars, donc il faut qu'on puisse bien se nourrir quand on est sur Mars. Donc, la station spatiale, c'est le lieu, par exemple, d'apprendre à faire la culture dans l'espace. Vous ne pouvez pas comprendre comment c'est difficile donc de vivre et travailler dans l'espace. Par exemple, il y a des choses qui ne sont pas du tout des problèmes sur la Terre. Des choses aussi simples. Regardez quand vous allez aux toilettes pour uriner. Pourquoi donc les pipis ne vous retournent pas sur le visage? Mais c'est parce que donc la Terre attire tout. Vous comprenez? Par exemple, quand le paysan, il creuse et il met les grains de maïs, des choses comme ça. Il n'est pas inquiet parce que la plante est attrapée par le sol, par la terre, et la plante pousse donc vers le haut. Je veux dire, donc dans l'espace, tout ça, ça devient des challenges, ça devient des choses très difficiles à faire. Par exemple, on fait plein de recherches dans le domaine de la santé. Je vais vous dire pourquoi. Dans l'espace, la vie est accélérée. Par exemple, les astronautes qu'on envoie dans l'espace, après 6 mois, quand ils retournent sur la Terre, beaucoup de choses ont changé dans leur vie. Génétiquement, ils sont un peu plus vieux. Ils sont un peu plus grands de taille. Ils grandissent de quelques centimètres dans l'espace. Les muscles s'atrophient. Ils doivent faire des exercices tous les jours. Les astronautes dans l'espace font des exercices tous les jours, sinon ils ne pourraient pas tenir. Ils sont exposés à une limite intense de radiation, par exemple. Tous les jours, sinon ils ne pourraient pas tenir. Ils sont exposés à une limite intense de radiation, par exemple.
Mais pourquoi on y va? Quel est l'avantage de faire ces choses? Je peux vous donner quelques exemples. Regardons dans le domaine de la santé. Disons qu'on veille étudier donc la progression de cancer sur Terre. Vous prenez par exemple un cancer très commun chez les femmes, le cancer de l'ovaire. C'est un cancer qui est très très lent. Ou alors, comme je suis un homme, on va pas provoquer les femmes. Disons donc cancer de la prostate chez les hommes. Donc, le cancer de la prostate chez les hommes, ça s'applique aussi à la même chose comme pour l'ovaire. Donc, c'est des cancers qui évoluent de manière très lente. Pour bien comprendre un cancer et le soigner et le traiter et trouver des traitements, il faut comprendre comment il progresse de jour en jour. Donc, si on devrait s'asseoir et puis regarder l'évolution de certains cancers sur la Terre, ça prendrait 3 ou 4 ans pour voir une évolution définitive. On veut aussi savoir comment détruire ces cancers-là pendant leur évolution. Donc, dans ce domaine, le fait que les choses sont plus accélérées, quelque chose qui prendrait donc 3 ans sur la Terre, dans l'espace, ça prend 3 à 6 mois. Pour certaines maladies, pas toutes les maladies. Aussi, les médicaments donc pour les soigner. Donc, il y a ce qu'on appelle les crystal growth. En général, la plupart des médicaments, c'est comme ça qu'on les développe dans les laboratoires chimiques. Donc, le crystal growth, comme il n'y a pas d'attraction de l'apesanteur, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire des grands signes avec mes mains. Donc, disons, si tu mets quelque chose à un point, il est là jusqu'à ce que tu le bouges. Sur la terre, tu ne peux pas attraper ta bouteille, déposer là, et la bouteille reste là. La bouteille va tomber sur la terre. Mais dans l'espace, je dépose quelque chose là, ça tient parce que la chose n'est attirée dans aucune des directions. Donc, ça permet de créer des cristaux qui sont très clairs. Donc, ça nous permet de créer des médicaments purs dans le sens technique du terme, sans autre forme d'interaction. Donc, ça, c'est l'avantage premier d'être dans l'espace, par exemple, dans le domaine de recherche pour comprendre les maladies et les guérir. Dans le domaine physique, par exemple, ça nous permet de comprendre des choses comme la radiation. Quelle est la méthode première aujourd'hui pour traiter les cancers sur la Terre? C'est la chimiothérapie, mais il y a aussi où on utilise les radiations pour bombarder les cellules cancéreuses. Mais dans l'espace, on le comprend mieux parce qu'on peut les isoler. C'est-à-dire, je peux prendre donc la lumière du jour, je peux isoler les différents constituants de la lumière, ce qui est très difficile, voire impossible de faire sur la Terre. Donc, une fois on comprend dans l'espace, on peut donc l'adapter à nos besoins sur Terre. Sans oublier aussi le fait que ça permet d'observer donc la Terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les changements climatiques, il n'y a nulle part mieux pour les voir que sur la Terre.